Chapitre 8, deuxième partie, les diagrammes de Carnot. Donc c'est là qu'on s'en va depuis le début, même si je ne vous l'avais pas dit. On va prendre tout ce qu'on a vu dans la première partie du chapitre 8, puis on va mettre ça dans un diagramme qui va nous permettre de simplifier les équations de façon graphique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toute la table de vérité qu'on avait précédemment, puis on va les placer dans des diagrammes dans lequel chaque case va correspondre à une ligne de notre table de vérité. En fait, le plus simple, c'est qu'on le regarde ensemble pour voir ce que ça fait. Alors, si je prends cet exemple-ci, vous avez tout simplement deux entrées puis une sortie. Donc ça, c'est une porte qu'on connaît déjà, qu'on peut identifier, mais le but, c'est pas ça pour l'instant. C'est juste de dire, bon ben, supposons qu'on a ça comme sortie. C'est ce qu'on veut faire. On veut faire ce circuit-là, par exemple, avec uniquement nos valeurs de départ. Mais pour l'instant, comment on fait pour identifier quelle est l'équation de ceci si on ne le sait pas? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bon, ben, chaque ligne, chaque réponse ici, chaque valeur de x va correspondre à une des cases dans mon diagramme de Carnot. Donc, le diagramme de Carnot, c'est cette affaire-là ici, dans laquelle on va mettre les différentes valeurs possibles. Donc, non A puis A, non B et B, dans ce cas-ci, puisqu'on a seulement deux entrées, ce sont l'ensemble des valeurs possibles. Ce qu'on va dire, c'est que, par exemple, non A, non B, c'est quand A vaut 0 puis B vaut 0, ça me donne un 1. Donc, je l'identifie ici comme étant non A, non B, en voulant dire quand mes deux valeurs sont nulles. Bien, 0. Si j'ai A ou B, dans ce cas-là, ça veut dire que A ou B vaut 1. De toute façon, on va le voir. Donc, ce que je vais faire avec ça, je vais prendre cette valeur-là, le x égale à 1, puis je vais aller le placer ici, dans mon diagramme de Carnot, pour dire la valeur quand j'ai non A et non B, c'est-à-dire quand A et B sont égaux à 0, ça me donne une valeur de 1, puis dans cette case-là, la case non A, non B, je mets un 1. Je vais aussi mettre un 1 quand A et B valent 1, et donc A fois B. Et A fois B, c'est ici, c'est la case qui relie la ligne A et la ligne B. Et à cet endroit-là, je mets un 1 aussi. Quand j'ai A qui vaut 0 et B qui vaut 1, c'est-à-dire non A et B. À ce moment-là, donc non A et B, c'est cette case-ci. Là, je mets un 0, puisque la valeur de x, c'est 0. Et même chose, quand j'ai A et non B, j'ai un 0. A fois non B, ça me donne un 0. Et qu'est-ce que ça veut dire A fois non B? C'est quand A vaut 1, puis que B vaut 0. Alors, voici les valeurs, les réponses de mon équation réécrite dans un diagramme de Carnot. Donc, c'est une convention. C'est une convention qu'on utilise pour dire que si A vaut 1, je l'appelle A. Si A vaut 0, je l'appelle non A. On pourrait faire l'inverse, mais ça serait mélangeant pour d'autres choses par la suite. Donc, on va juste l'appliquer comme ça, juste pour simplifier nos équations, puis qu'elles correspondent aux équations qu'on a vues précédemment. Fait que là, chaque ligne correspond à une combinaison. Donc, quand A et B sont 0, c'est non A, non B. Quand A et B sont 1, c'est A fois B, puis etc. Donc, toutes les 4 combinaisons possibles. Et je replace mes résultats dans mon diagramme de Carnot. Ensuite, si je veux prendre mon diagramme de Carnot et en faire une équation, ce qui m'intéresse, c'est les valeurs qui sont 1. Donc, les valeurs non nulles. Et c'est quoi? C'est non A fois non B qui me donne un 1, ça ici, plus le A fois B qui est ici, donc c'était A fois B, qui me donnait un 1 aussi. Je n'étais pas obligée vraiment de faire ça, j'aurais pu dire, ah, j'ai un 1 ici, puis j'ai un 1 là, fait que ça c'était mon non A, non B, ça c'était A fois B, fait que non A, non B plus A fois B, ça me donne X. C'est-à-dire qu'en faisant la somme de toutes les lignes qui donnent 1, j'obtiens la somme des valeurs qui vont me donner un X qui est 1. Évidemment, vu de même, le diagramme qui est ici a l'air inutile. Il l'est dans ce cas-ci. On va voir plus tard à quoi ça sert pour vrai, et surtout quand on a des diagrammes un petit peu plus compliqués. Donc, si je prends cet exemple-ci, donc 3 entrées possibles, et voici les valeurs de sortie possibles. Donc, je vous dis qu'on va avoir une valeur de sortie égale à 1, donc x va être égal à 1,
dans ces 4 combinaisons-là, ici, A égale 0, B égale 0, C égale 0, etc. Donc ça, c'est mes 4, 1. Puis j'ai les 4 autres combinaisons de mes 3 entrées me donnent des 0. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je vais dire, toutes celles qui valent 1, c'est celle-là. C'est non A, non B, non C, toutes 0. Non A, non B fois C. Ensuite, ça ici, c'est non A fois B fois non C. Donc, on fait juste mettre non à chaque fois qu'il y a un 0. Puis celle-là ici, donc A fois B fois non C, ici. Puis je pourrais juste faire la somme, puis dire, ben voilà, c'est ça. Évidemment, on va juste passer par le diagramme de Carnot pour cette fois-ci. On va dire, bon, ben toutes les valeurs que j'ai ici correspondent à des cases. Il y en a 8. Il y a 8 possibilités ici de valeurs de sortie, donc mes valeurs X. Et j'ai mes 1 que je vais placer aux endroits correspondants. Remarquez ici que j'ai placé sur la colonne de gauche non A fois non B, non A fois B, A fois B, A fois non B. L'ordre n'est pas vraiment important, mais il y a quand même une règle à respecter quand on veut placer les différentes possibilités d'entrée le long de ma colonne ici. C'est-à-dire qu'entre une ligne et la ligne suivante, il doit y avoir un seul changement. Ça veut dire que je ne peux pas faire non A, non B, puis mettre ensuite A fois B ici. On va voir pourquoi un peu plus tard, mais l'ordre a cette importance-là. Vous pouvez commencer là où vous voulez, mais nécessairement, il doit y avoir un seul changement d'une ligne à l'autre. Puis évidemment, vous devez avoir les 4 combinaisons possibles de A, non A, B, puis non B. Comme ça ici. Puis là, j'ai mis en haut non C et C. Donc ça, c'est mes 8 valeurs possibles, ce qui me donne bien les 8 cases possibles. Donc on avait dit, on a un 1 ici, ici et ici, ce qui correspond, donc non A, non B, non C, c'est ici. A, pardon, non A fois B fois non C, c'est ici. Celui-là est là, celui-là est là. Donc on peut juste suivre les petites flèches là pour trouver où est-ce que c'est. Et ça va nous donner la somme des 4 valeurs, les 4 lignes qu'on avait précédemment. Évidemment, cette équation-là n'est pas simplifiée. Là, on est juste en train de regarder comment passer de ma table de vérité au diagramme de Carnot. On va voir comment on se sert du diagramme de Carnot pour simplifier les équations après. Donc pour l'instant, je vous dis juste, on pourrait faire la somme comme ça, comme on aurait pu le faire sans passer par le diagramme de Carnot. Donc juste faire la somme de toutes les lignes qui donnent 1 pour obtenir l'équation. Mais c'est évidemment pas ça l'objectif de cette section-ci. Donc, évidemment, parce qu'on peut rendre ça plus compliqué, voici un exemple à 4 variables, ce qui me donne 16 combinaisons possibles de mes 4 différentes entrées. Et là, j'ai choisi une des valeurs de sortie de façon totalement aléatoire pour dire, ben, je veux que mon circuit me donne un 1 dans ce cas-ci, dans celui-là, celui-là, puis celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va dire, je veux une valeur de 1 quand on a A qui vaut 0, B qui vaut 0, C qui vaut 0 et D qui vaut 1. C'est-à-dire non A fois non B fois non C fois D. Ce qui m'amène en ce point-là. Non A fois non B fois non C fois D. Et là, je mets le 1 ici. Remarquez, très important, encore une fois, là, tout à l'heure, j'avais fait non A, non B, non A fois B, A fois B, A fois non B. Là, on remarque qu'on a fait la même chose en haut. Et encore une fois, entre chaque colonne, il doit y avoir un seul changement. Donc là, ici, le non D est devenu D. Ici, le non C est devenu C. Puis ici, le D est devenu non D. Donc là, j'ai mes 4 combinaisons possibles, mais aussi un seul changement entre chacune des colonnes. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on va identifier chacun des 1 qui est ici. Il correspond à quelle case sur mon diagramme de Carnot. Donc, si je regarde celui-là ici, c'est quoi? C'est A fois B fois C fois D. C'est quand toutes les valeurs d'entrée sont 1. J'ai effectivement un 1, et donc j'ai mis un 1 dans ma case ici. Donc, pourquoi j'ai fait les 1? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai identifié l'emplacement de chacun des 1. Puis toutes les autres, c'est des 0. Fait que j'ai pas besoin de les identifier. J'ai identifié où est-ce qu'ils étaient les 1. Je mets des 0 partout ailleurs. Ce que ça va me faire, c'est la somme de ces 4 zones-là, ces 4 cases-là. Donc ça, c'était non A, non B, non C fois D, ici, puis etc. Donc chacun des 4 qu'on a ici. Puis si on voulait le faire, comme on l'a vu,
dans la première partie du chapitre 8 avec nos équations, ce que ça nous donnerait, c'est ceci. C'est-à-dire qu'on pourrait simplifier, donc en prenant cette valeur, pardon, ce terme-là ici, et ce terme-là ici, je pourrais mettre le non A fois non C fois D, que j'ai ici et là, et mettre en évidence non B plus B. Ce qui donne nécessairement 1 qui va complètement disparaître ici. Puis je fais la même chose avec ces deux termes-là. Dire, bon, mais j'ai A fois B fois D dans les deux cas, je le mets en évidence, et je me retrouve avec non C plus C, ce qui donne 1 tout simplement, puis multiplié par 1, ça disparaît aussi. Donc ça, c'est nos règles 8 et 12. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on va obtenir un 1 si A vaut 0, C vaut 0 et D vaut 1, peu importe la valeur de B. Donc que B soit 1 ou 0, dans les deux cas, ma valeur de x va me donner un 1. C'est-à-dire que ce terme-là va donner un 1, puis comme c'est un plus, bien dans ce cas-là, si j'ai au moins un des deux termes qui vaut 1, x va être égal à 1. Fait que ce que ça me dit ici, c'est vraiment ça. Si A vaut 0, C vaut 0, puis D vaut 1, peu importe B, mon x va être égal à 1. Je vais avoir un 1 aussi si A vaut 1, B vaut 1, puis D vaut 1, donc on remarque l'absence de la petite ligne sur le dessus. Donc si les trois valeurs d'entrée ici, A, B et D sont à 1, je vais avoir un x qui vaut 1, peu importe la valeur de C. Donc que C soit 0 ou 1, dans les deux cas, ça va me donner une valeur de sortie qui est 1. Donc l'objectif de tout ça, du diagramme de Carnot, c'est de pouvoir simplifier nos équations sans être obligé d'utiliser l'algèbre booléenne. Puis pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier dans le diagramme des endroits où il y a des 1 et où on pourrait réunir ces 1-là ensemble pour trouver ce qu'ils ont en commun. Donc on va commencer par une réunion de doublets, on va appeler ça un doublet, c'est-à-dire deux 1 qui sont côte à côte. Donc comme ces deux-là ici. Si je les on va les réunir comme ça, on va juste faire un rond autour. Et là, l'idée, c'est de voir, ben, ces deux 1-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun le B et ils ont en commun le non C. Ils n'ont pas en commun la valeur non A et A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais obtenir des 1 si B vaut 1, si C vaut 0, puisque c'est non C, peu importe que A soit 0 ou 1. Dans les deux cas, que A soit 0 ou que A soit 1, mon résultat, x, va me donner effectivement 1. Donc ici, je pourrais simplifier l'équation en disant, ben, ce qu'ils ont en commun, c'est B fois non C. Et ça, c'est la valeur de x. Et je n'ai pas besoin de tenir compte de la valeur de A, puisque ça ne fait pas de différence. Je vais avoir un 1 dans les deux cas, que A soit 0 ou 1. Évidemment, si je l'avais fait avec la méthode qu'on avait utilisée précédemment, si j'avais dit, bon, mais j'ai celui-là, non A fois B fois non C, qui est lui ici, puis ensuite celui-là, qui est A fois B fois non C ici. Puis j'aurais pu utiliser l'algèbre booléenne en me disant, bon, ben, je mets B fois non C en évidence, je me ramasse avec non A plus A, puis ça vaut 1, puis 1 fois n'importe quoi, ça fait juste le n'importe quoi. Donc dans ce cas-ci, B fois non C, puis je retrouve la réponse ici. Mais j'ai pas besoin de faire ça, puisque j'ai juste à encercler et à trouver ce qu'ils ont en commun et trouver la réponse directement. Évidemment, dans un cas comme ça peut avoir l'air de prendre autant de temps. Évidemment, dans les cas plus complexes, on va voir à quoi ça sert. Donc, un autre petit exemple très rapide, si mes deux 1 sont ici, qu'est-ce que j'en conclus? Bien, j'en conclus que je vais avoir une sortie x qui me donne 1. Quand A vaut 0, donc non A, et quand B vaut 1, et là, c'est des valeurs qui me donnent 1, dans les deux cas, peu importe que C soit égal à 0 ou C égal à 1. Remarquez qu'on peut dire que A vaut 0 ou on peut dire que non A vaut 1, puisque c'est la même chose, évidemment, le non A vaut 1 si A vaut 0. Donc ici, si non A vaut 1 et que B vaut 1, ma valeur de x vaut 1, peu importe la valeur de C. Donc mon équation me donne tout simplement x égale non A fois B. OK. Un autre exemple ici, où sont les doublets dans ça ici? Donc j'ai ces deux-là qui sont vraiment très clairement un doublet. J'ai deux 1 qui sont côte à côte, mais il y en a un autre, puis il est ici et là. Parce qu'il ne faut pas voir le diagramme comme quelque chose de flat, puisque je vous ai dit tout à l'heure que l'ordre n'était pas vraiment important, mais ça veut dire qu'en fait, j'aurais tout à fait pu commencer avec cette colonne-là, ensuite faire celle-là, ensuite faire celle-là, et finalement, au bout ici, mettre celle-là.
Et donc, ce 1-là et ce 1-là seraient en fait côte à côte. Donc, il faut le voir de façon un peu plus dynamique. Dire, mais ce 1-là et ce 1-là, ils sont en fait côte à côte. Et donc, je peux les relier comme un doublet. Donc, si on avait fait chacune des 4 cases indépendamment, on aurait obtenu cette jolie équation, qui n'est pas le fun. Donc, sans passer par là, au lieu de prendre ce chemin-là, puis ensuite simplifier, on peut juste relier ici, et relier ces deux-là, donc faire des réunions, et dire, bon, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun ces deux-là? Ils ont non A et non B, et ils ont C. Le D et le non D n'est pas important, c'est-à-dire que peu importe que D soit 0 ou 1, dans les deux cas, je vais avoir une sortie X qui vaut 1. Donc, ça me donne non A fois non B fois C. On peut toujours aussi juste se dire, c'est quoi qu'ils n'ont pas en commun? Donc ici, si je regarde celle-là et celle-là, ils n'ont pas en commun la valeur C. Donc ici, c'est C, et ici, c'est non C. Donc c'est le C qui ne sera pas dans l'équation, il va y avoir A fois B fois le non D qui est là et là. Donc ça, c'est mon deuxième terme. Donc cette équation-là, puis cette équation-là, c'est la même équation. C'est juste que celle-ci, elle est simplifiée. Si je voulais construire un circuit qui me donne ce résultat-là, bien, nécessairement, construire ce circuit-là serait beaucoup moins long que de construire ce circuit-là. OK. Évidemment, si on peut faire des doublets, on peut aussi faire des quartets. Si j'en ai 4 qui sont côte à côte, à ce moment-là, ils peuvent être combinés. Et ce qu'ils ont en commun, dans ce cas-là, c'est encore plus simple, puisqu'il va s'agir de termes de plus en plus petits. Plus on relie de 1, plus les termes vont être simples. Donc ici, si j'en ai 4, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais dire x égale à c. Puisqu'ici, je vais avoir une sortie qui vaut 1, si c vaut 1. Quand c vaut 0, j'ai 0. Quand c vaut 1, j'ai 1, puis la valeur de a puis b n'a aucune importance. Fait que je pourrais juste dire x égale à c. Si c vaut 1, x égale à 1. Si c vaut 0, x égale 0. Tout simplement. OK. On a le même type de problème qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire où sont les quartets ici? Il y en a 4 qui sont vraiment évidents, qui sont là. Donc, ils peuvent être en ligne, ils peuvent être en colonne, ou ils peuvent être en carré. Dans le cas de 4, c'est ça que ça donne. Donc, j'ai un joli carré ici, qui est un quartet. Et j'en ai un autre, comme tantôt, ici, et là, pour la même raison qu'on avait vu précédemment, c'est-à-dire que cette colonne-là, on aurait tout à fait pu la mettre à l'autre bout, ça aurait été le même diagramme de Carnot. Je peux relier ces 4 1-là en disant que ce qu'ils ont en commun, c'est pas le C, j'ai le D ici qui est en commun, j'ai D ici puis j'ai D là, et ici, pas le B, puisqu'ici j'ai non B et B, mais j'ai non A. En fait, ce qu'ils ont en commun, c'est non A fois D. Donc, ils ont en commun le non A et le D. Ces deux-là, ils ont en commun la valeur non D que j'ai dans les deux colonnes ici et la valeur A que j'ai dans les deux lignes ici. On voit qu'ici c'est B et non B, donc ils n'ont pas en commun la valeur B. Et ici c'est non C et C. Alors, ils n'ont pas en commun le C, ils ont en commun A et non D. Alors, que vaut X? Non A fois D plus celui-là ici, A fois non D. Donc ça, c'est mon équation. Et c'est-à-dire que dans tous les cas où A vaut 0 puis D vaut 1, ma sortie va donner 1. Et dans tous les cas où A vaut 1 puis D vaut 0, ma sortie va donner 1 aussi. Puis c'est toutes les combinaisons qui me donnent 1. Les autres combinaisons vont me donner 0 tout simplement. Peu importe, en tout temps, la valeur de C et de D. C'est ça que le diagramme me dit. OK. Un autre exemple, où sont les quartets ici? Parce qu'évidemment, je veux vous montrer toutes les pognes. Donc j'en ai un joli ici en plein milieu qui est vraiment facile à voir. Mais j'en ai un aussi là, là, là et là. Parce que si cette colonne-là pouvait être à l'extrémité ici, cette ligne-là ici aurait aussi pu être en bas. Et les deux en même temps, c'est-à-dire qu'on peut mettre un ordre très différent. Et donc si j'ai celui-là, il est nécessairement contigu, même si ça ne se voit pas sur le dessin, il est nécessairement à côté de celui-là. Donc ces deux-là sont côte à côte. Celui-là est aussi côte à côte avec celui-là, puis celui-là est côte à côte avec celui-là. Donc en fait, ça, ça, ça et ça, c'est un quartet. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun ici
celui-là, on commençait par celui du milieu, plus facile à voir. Donc, ils ont en commun la valeur D dans les deux colonnes et la valeur B sur les deux lignes ici. Donc, ça, c'est B fois D. Et ça ici, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont la valeur non D sur les deux colonnes, cette colonne-là et cette colonne-là. Et sur cette ligne-là et cette ligne-là, ils ont en commun non B qui est ici. Donc, mon équation dans ce cas-ci me donne x égale B fois D plus non B fois non D. Donc, ça veut dire, dans tous les cas où B vaut 1 et D vaut 1, ma sortie va donner 1. Dans tous les cas où B vaut 0 et D vaut 0, ma sortie va donner 1 aussi. Et dans tous les cas, peu importe la valeur de A et de C. Donc, c'est vraiment ces combinaisons-là qui déterminent quand ma sortie va donner 1 ou non. OK, évidemment, si on peut faire 2, on peut faire 4, on peut faire 8 aussi. Évidemment, théoriquement, on pourrait faire 16, mais on s'entend que si on avait 16, si c'était des 1 partout, ben, la réponse, ce serait juste x égale à 1. Ce serait 1 tout le temps. Donc, ce serait pas très intéressant. Puis, on ne va pas s'embarquer dans des trucs avec 5 variables. Il y a comme une limite au fun qu'on va avoir avec ça. Donc, on va s'arrêter à 8, la réunion d'octets qui est ici. Donc, ça ici, 8, 1 qui sont côte à côte. Donc, soit deux lignes, soit deux colonnes, va correspondre à un octet. Et, encore une fois, ça va simplifier encore plus notre équation. Si je prends celui-là, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces 1-là? Bien, ils n'ont pas A, ils n'ont pas C, ils n'ont pas D en commun. La seule variable qu'ils ont en commun, c'est B. X égale à B. Si B vaut 1, la sortie va être 1. Si B vaut pas 1, donc ici et là, sur ces deux lignes-là, si B vaut pas 1, si B vaut 0, la sortie va être 0. C'est ça qu'on observe ici. Donc, je vais avoir tout simplement X égale à B. Bon, on ne peut pas faire beaucoup plus simple que ça. Faites attention, évidemment, ça ne suffit pas qu'il soit 8 côte à côte pour considérer que ça, c'est un octet. Ça n'en est pas un. Vous ne pouvez pas faire ça c'est pas un octet. Donc, c'est bien important, ça doit faire un rectangle. Donc, soit un rectangle de haut vertical ou horizontal, mais ça doit avoir la forme d'un rectangle. Ça, c'est quoi? En fait, ça, c'est deux quartets. J'en ai un ici, puis j'en ai un autre là. Et là, je pourrais l'écrire sous la forme de l'équation, comme on avait vu avec les quartets. Mais ce n'est pas un octet, c'est surtout ça qui est important de voir. Alors, comment on fait ça? Ça, c'est ma règle de base, c'est mon processus pour simplifier. Première étape, on va encercler tous les 1 qui sont isolés puis qui n'ont aucun voisin. Puis on fait attention, les voisins, est-ce qu'on a vraiment vérifié la colonne à l'autre bout, la ligne en haut, à l'extrémité en haut, en bas, donc il faut être bien prudent. Quels sont les 1 qui n'ont aucun voisin? Donc ça, c'est la première chose, je vais les identifier s'il y en a, puis je vais les encercler. Eux autres, ils sont tout seuls, je ne peux pas les simplifier. Ensuite, je vais essayer de trouver des 1 qui ont un seul voisin. Donc, s'il y en a plusieurs, on fait attention, mais si j'ai un 1 qui a un seul voisin, je vais l'encercler avec son voisin. Même si son voisin, lui, a d'autres voisins. Il faut faire attention, donc j'essaie d'identifier tous les 1 qui ont un seul voisin, puis j'en fais un doublet. Ensuite, je vais encercler tous les octets. Si j'ai des paquets de 8, là, mais on va les encercler. Puis c'est pas grave si j'ai des 1 qui ont déjà été utilisés. Un 1 peut se retrouver dans plusieurs octets, quartets, doublets, etc. Évidemment, le but, c'est de faire le moins de combinaisons possible. Donc, si j'ai un octet, j'en fais pas 2 quartets par-dessus pour le fun. C'est bien important. À chaque étape, je dois encercler des nouveaux 1. Si je fais juste encercler des 1 qui ont déjà été encerclés, je suis en train de travailler pour rien. Donc, mon objectif, c'est d'encercler tous les 1 en suivant cet ordre-là. Donc, les 1 qui sont tout seuls, les 1 qui ont un seul voisin, les octets, ensuite les quartets, s'il y a encore des 1 libres qui fit dans un quartet, ensuite les 1 qui sont nulle part, puis que je vais encercler avec un voisin, peu importe lequel, s'il y a plusieurs voisins. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais effectuer l'addition logique de tous les termes encerclés, donc c'est-à-dire écrire l'équation telle qu'on l'a vue précédemment. Quelques trucs très importants. Tous les 1 doivent faire partie d'un groupe. Il ne peut pas y avoir des 1 qu'on a oubliés puis qui sont juste restés là. Donc ça, c'est bien important. Les 1 peuvent faire partie de plusieurs groupes.
Il faut quand même faire le moins de groupes possible. Et encercler jamais de 0. L'objectif, c'est de trouver les combinaisons qui donnent 1. Si vous encerclez des 0, vous venez de vraiment briser le processus. Donc, on n'encercle pas de 0. Encerclez pas de 0. OK. Un exemple quelconque. Donc, on part de ce diagramme de Carnot-là. Donc, je ne vous ai pas donné la table de vérité. J'ai déjà placé les 1 dans le diagramme de Carnot. Et on va chercher à encercler les différents 1 qui sont ici. Alors, première étape, trouver, est-ce que j'ai des 1 qui sont tout seuls? Puis la réponse, c'est oui, j'en ai un ici, qui est isolé, qui n'a pas de 1 comme voisin. Donc ça, c'est pas un 1. Son voisin en bas n'est pas un 1. En haut, je me ramasse ici, c'est pas un 1 non plus. Puis à sa droite, ici, qui est en fait là, c'est pas un 1. Donc celui-là est réellement isolé. Je vais l'encercler tout seul, j'ai pas le choix. Ensuite, est-ce que j'ai un 1 qui a pas d'autre, qui a un seul voisin? Donc j'ai lui ici, qui a un seul voisin. Ça, c'est pas un 1, ça, c'est pas un 1, puis l'autre ici, c'est pas un 1 non plus. Fait que finalement, lui, il y a un seul voisin qui est celui d'en haut. Je vais les encercler et en faire un doublet, comme ceci. Finalement, est-ce que j'ai des octets? La réponse est non, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas d'octet ici. Mais j'ai un quartet qui est très clair, qui est là, que je vais encercler aussi. Comme ça. Remarquez ici que tous mes 1 sont maintenant dans des groupes. Fait que j'ai fini. J'arrête d'encercler. Qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier chacun des termes. Chacun son tour. Là. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai un 1 tout seul. Fait que nécessairement, j'ai toutes les lettres possibles. J'ai non A fois non B fois C fois non D. Ça, c'est la valeur de cette case-là ici que je vais écrire au long parce que je ne peux pas simplifier ça. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai A fois B puis A fois non B. Donc, peu importe la valeur de B, que ce soit 1 ou 0, ça ne change rien. Donc, j'ai A fois C fois D qui est ici. Donc, ce doublet-là correspond à A fois C fois D, celui-là ici. Le quartet, lui, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces 4 1-là? Ils ont le B ici. On voit qu'ils n'ont pas le A, mais ils ont le B. Et ils ont le D, mais pas le C. Alors, ça ici, c'est B fois D. Puisqu'ils n'ont pas en commun A et C, ça veut dire que la valeur de A et de C n'est pas importante. J'obtiens B fois D. Fait que je vais avoir une sortie qui vaut 1 dans ce cas-là. Dans le cas où A vaut 0, B vaut 0, C vaut 1, puis D vaut 0. Je vais avoir une sortie qui vaut 1 quand A vaut 1, C vaut 1 et D vaut 1, peu importe la valeur de B. Et je vais avoir une sortie qui vaut 1 quand B est égal à 1, puis D est égal à 1, peu importe A et C dans ces cas-là. Ça, c'est toutes les combinaisons possibles qui me donnent une sortie qui vaut 1. C'est ça qu'on cherche. OK, un autre exemple ici. Qu'est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai pas de 1 isolé. Chacun de mes 1 a au moins un voisin. Lui, il y a un voisin qui est là. Lui, il y a un voisin qui est là. Lui, il y a un voisin qui est là. Et là, il ne faut pas se faire prendre. Ça, c'est un bel exemple. On voit le quartet au milieu. On a le goût de le faire. Mais il ne faut pas. Parce que la deuxième étape, c'est de relier les 1 qui n'ont qu'un seul voisin. Comme lui, je vais le relier avec lui avec lui, etc. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner ceci. Donc là, j'ai relié chaque 1 qui avait un seul voisin avec son voisin, comme ça ici. Et on n'ajoute pas de quartet par-dessus. Ça ne sert à rien. J'ai rien rajouté. Les 1 qui étaient là étaient déjà dans des doublets. Donc, on ne fait pas ça. On va s'arrêter ici. Tous mes 1 sont encerclés. J'arrête là. Je le sais que l'équation n'est pas très belle, mais elle ne peut pas être simplifiée. Il n'y a aucune des règles qui va me permettre de simplifier cette équation-là. C'est juste laid, c'est ça. Donc, je vais regarder chacun des doublets et identifier la valeur correspondante. Donc, encore une fois, en regardant pour chacun des doublets, chacun des membres du doublet, qu'est-ce qu'ils ont en commun. Donc, ces deux 1-là ont en commun non A fois non C fois D. C'est celui-là ici. Puis on fait les 3 autres. Là. Je pense que vous comprenez le concept. Sinon, faites pause puis regardez comme il faut. OK. Un autre exemple, j'ai mis des 1 comme ça, juste pour le fun, encore une fois, un peu tout croche. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a des 1 isolés? Il faut faire attention pour avoir l'impression que ce 1-là est isolé, mais il ne l'est pas, parce qu'il y a plusieurs voisins.
En bas de lui, il y a lui, qui est un 1. Et à gauche de lui, il y a lui qui est un 1 aussi. Fait qu'en fait, là, ils ont plein de voisins. Qu'est-ce que ça va nous donner? On va d'abord relier ces deux-là avec ces deux-là. Parce que ça, c'est un quartet. Donc, il n'y avait pas de 1 qui avait un seul voisin. Celui-là ici, par exemple, il y avait un voisin en haut qui est là. Celui-là, on l'avait vu tantôt qu'il y a deux voisins. Fait il n'y avait pas de 1 isolé, pas de 1 avec un seul voisin. Fait que je commence ici. Le quartet qui est là. Une fois que j'ai fait ça, est-ce qu'il y a un autre quartet? La réponse, c'est qu'il y en a un autre. Si je prends lui, lui, lui et lui, on l'a vu tantôt, ça aussi c'est un quartet. Il y en a un autre aussi, là, là, là et là. Lequel je prends? Puis pourquoi? Ben, on va prendre les deux. Le but, c'est de trouver le plus de quartets possible parce que c'est ça qui simplifie le plus l'équation. Fait que je vais prendre lui et celui qui est les quatre coins. Bon, là, je l'ai rajouté par-dessus, puis on commence à pas voir grand-chose. C'est pour ça que je voulais vous en parler avant de mettre le dessin. Donc, on voit que le 1 qui est ici, il est dans tous les quartets. C'est pas grave. On peut faire ça. Mais l'important, c'est d'utiliser les plus gros blocs, les plus grosses réunions possibles pour simplifier le plus l'équation. Puis là, ben, mon équation, ben, chaque quartet correspond à une combinaison. Donc, si je prends par exemple le rouge qui est ici, qu'est-ce que c'est? Bien, ils ont en commun la valeur C et ils ont en commun la valeur non B, qui est la même sur la ligne du haut et la ligne du bas. Donc, non B ici, C sur ces deux colonnes-là, et donc non B fois C, c'est celui-là ici. Puis même chose avec les deux autres. Évidemment, j'ai fait exprès, j'en ai pris un qui n'en a aucun, qui donne vraiment un carré, puis qui est des bords, puis des coins, puis tout ça. Donc, je vous montre toutes les combinaisons bizarres possibles pour que vous appreniez à les reconnaître. Une autre? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a toutes sortes d'affaires. Donc, si vous regardez ça ici, est-ce qu'il y a des 1 qui sont isolés? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il y a des 1 qui ont un seul voisin? La réponse, c'est oui. Il y a celui-là ici. Celui-là, il y a un 0 à gauche, il y a un 0 à droite, qui est là, puis il y a un 0 en bas. Donc lui, il y a un seul voisin qui est juste en haut de lui. Ce serait le premier qu'on encercle. Puis une fois qu'on a fait ça, on se demande, est-ce qu'on a des octets? Puis ben, on le voit vraiment clairement ici, l'octet, là, il est ici, donc comme ça ici. Et ensuite, est-ce qu'on a des 1 qui ne sont pas encerclés? La réponse est oui. Et là, il faut résister à l'envie d'en faire un doublet, puisqu'en fait, ils peuvent faire partie d'un quartet, ces deux-là, avec les deux qui sont ici. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va les encercler, comme ça ici, et on va pouvoir ensuite écrire l'équation. Donc, on voit que l'octet qui est là a en commun la valeur non A, et toutes les autres valeurs ne sont pas importantes, c'est-à-dire que si A vaut 0, la valeur de sortie, la valeur X, ça va être 1, c'est sûr. C'est ce que me dit les 8 1 qui sont ici. Si A vaut 1, ben à ce moment-là, j'ai des 1 aussi, mais pas n'importe quand. J'ai des 1 quand B vaut 0, puis quand D vaut 1. C'est ce que me dit le quartet qui est ici. Donc, quand j'ai D, puis non B, ici et là, je vais avoir une sortie qui va me donner 1. Et aussi, dans ces cas-là, quand B vaut 1, C vaut 1, puis D vaut 0. Donc, B fois C fois non D, qui est ici. Dans ces cas-là, dans ces deux cas-là, ici, la valeur de la sortie va me donner 1. Encore une fois, si j'ai 2 ou 3 des termes qui donnent 1 en même temps, ça ne change rien. De toute façon, l'important, c'est qu'il y en ait au moins un qui donne 1 pour que la sortie soit 1. Donc, on vient de passer 30 minutes à faire des diagrammes de Carnot. Je suis consciente qu'il y avait plein d'exemples, puis évidemment, vous en avez aussi dans les exercices que je vous ai donnés. Mais surtout, il faut comprendre comment le faire. Et dans le prochain laboratoire, en fait, dans le laboratoire sur les circuits logiques, vous en avez un à faire. Vous avez à identifier comment faire un circuit pour pouvoir le faire. Et comment faire le circuit? Il va falloir que vous construisiez vous-même la table de vérité et le diagramme de Carnot et que vous en identifiez la valeur, ben, l'équation comme telle, pour être capable de construire le circuit. Fait que ça, c'est bien important. Je vous laisse regarder ça. Vous devez
pouvoir le faire, pour pouvoir faire l'expérience. Fait que je vous encourage très fortement à le faire à l'avance. Voyez-le comme un devoir ou un préalable, parce que si vous l'avez fait à l'avance, vous allez pouvoir plus rapidement faire le laboratoire comme tel. Fait que je vous laisse là-dessus et on se revoit bientôt. Bye bye!